Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode, bonne écoute. Vous écoutez la 3e et dernière partie de ce témoignage. Regardez les épisodes précédents pour la première et la 2e partie. Ok, 3e et dernière partie. À la fin de l'épisode précédent, on était resté à l'aide du refuge et ce nouvel appartement que tu trouves par une relation assez toxique. Aujourd'hui, t'en es où par rapport à cette relation ? T'habites toujours dans cet appartement ? Ouais, j'habite toujours dans cet appart parce que je peux pas changer d'appart. Hein. Ouais. J'ai un bail d'1 an, donc cette relation toxique-là, c'est mon garant. J'ai l'impression de comprendre que ce qui te bloque, c'est comme tu racontais que tu as ton statut de réfugié, mais un blocage administratif fait que tu n'as pas une... J'ai pas de pièce d'identité, je peux pas prendre d'appart. C'est vraiment ça. Genre, j'ai trouvé un truc pas cher, par exemple, 420 balles, qui est une chambre de bonne en plein centre de Paris. Sachant qu'aujourd'hui, toi, tu es entrepreneur, tu as de l'argent. Ouais. Enfin, ce que je veux dire, tu as les moyens financiers d'honorer ton loyer. Bah oui, complètement. Là, je donne un loyer de 1000 balles. Hein. Quand on préparait cet entretien, tu me disais que tu avais un rendez-vous avec la préfecture qui allait te dire des trucs sur cette carte d'identité. T'en es où de cette carte d'identité ? Tu fais le signe... Ouais, je fais le signe de j'en suis nulle part. Ils m'ont donné un rendez-vous. Voilà, j'ai eu un rendez-vous. Je suis allé du coup avec mon intervenant du refuge. Déjà, l'accueil n'était pas pareil que quand j'y vais tout seul. Hein. Ah ouais ? Ah bah ouais. C'est assez foufou, hein, mais... Moi encore ça va, je fais pas très typé, enfin j'imagine, c'est ce que les gens me disent, mais peut-être pas, peut-être ils croient qu'ils me sortent ça comme un compliment, parce que je repense à qui m'avait dit ça. Bref, en tout cas, des fois, surtout au début de la demande d'asile, quand je voyais comment les gens parlaient, surtout quand ils s'imaginent pas que tu parles français, en fait, ils parlent toi comme un animal, quoi, ils te dirigent comme un animal, ils font des commentaires et tout, après hop, quand ils se rendent compte que tu parles français, ils prennent un coup, quand ils se rendent compte que je parle très bien français, c'est encore autre chose. Mais en fait, même en parlant très bien français, moi j'étais là en fait face aux administrations où je me prenais pas, enfin j'avais pas conscience de tous mes droits. Du coup en fait je me laissais faire. Quand quelqu'un de l'administration disait je sais pas, je disais pas allez demander à votre supérieur ou je sais pas trop quoi, un truc à exiger une réponse en fait, parce que c'est leur travail d'apporter une réponse. Enfin je m'adresse pas à la personne telle qu'elle est, je m'adresse aux salariés, aux fonctionnaires qui fait partie d'une structure. Donc, quand je demande une information, il a la possibilité d'aller voir dans sa structure. Je ne dis pas, toi, dans tes connaissances, je l'insulte pas, je suis dans le respect, je suis même dans la peur. Je me dis, imagine s'il prend mal les trucs, il me foire mon truc. Ouais, pardon, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Donc là, avec l'intervenant du refuge, tu as senti que la relation était différente. Est-ce que tu as des éléments ? Il n'y a rien de concret. Rien de concret. Globalement, la personne de l'accueil m'a dit que j'allais être convoqué sous un mois. Là, le mois, il va bientôt s'achever. Mais il n'y a aucun mail. C'est qui le chef à 3 plumes qui, s'il écoute ce podcast, peut t'aider toi et d'autres sur cette histoire de pièce d'identité ? C'est le ministre de l'Intérieur ? J'oserais pas. Non mais moi j'ose, pour toi. Non, j'oserais pas imaginer qu'il puisse m'aider, lui. Non. Mais plutôt le préfet de police, parce que tout ça est lié en fait à la préfecture de police. D'accord. Genre globalement, j'ai mon extrait de naissance, donc j'ai un document d'état civil. Comme j'avais dit avant, l'OFPRA créer des documents d'état civil, un livret de famille, un truc comme ça. Enfin, l'extrait de naissance, déjà, j'ai des. Et puis la préfecture, ensuite, c'est elle la responsable de faire la pièce d'identité. Sauf qu'elle ne le fait pas. Et tant que tu n'as pas cette pièce d'identité, il y a tout un tas de trucs. Tu me parlais de Pôle emploi, de la sécurité sociale. J'ai un compte à la poste, j'ai pas accès sans pièce d'identité. Parce qu'on me dit. Compte bancaire. On me dit, on peut pas vérifier que c'est vous, donc on peut pas vous donner accès à ça. Bien sûr. Et ton appartement, du coup, et un appartement. Changement d'appartement, et au-delà m'inscrire à l'université, parce que j'ai envie peut-être de refaire des études, peut-être faire un diplôme d'infirmerie, ou alors faire de la sociologie. Je peux pas. Je peux pas voyager en dehors de la France. Tu t'autorises à redemander de l'aide du refuge si un jour complet. Moi je suis déjà en train de leur demander de l'aide. Hier j'ai eu un rendez-vous avec eux. J'ai redemandé un rendez-vous avec leur avocate pour voir si je peux pas faire une démarche de naturalisation, parce que ça fait plus de 5 ans que je suis en France. Et que je me dis, tant qu'on y est, tant qu'à faire, autant faire une demande de naturalisation. Peut-être je remplis les conditions. Et puis je sais que ça prend du temps. Enfin, je suis très très pessimiste.
peut-être je décris pas la réalité pour tous les étrangers, je suis pas leur porte-parole. Par contre, pour ceux que j'ai croisés, sachant que j'ai fait des parcours, par exemple, j'étais incubé à la Ruche Paris, donc c'est une entreprise qui aide des entrepreneurs à porter leurs projets. J'étais dans un programme qu'avec des réfugiés, où c'était la merde pour tout le monde, où les gens qui s'en sortaient un peu, c'est ceux qui ont falsifié des papiers, parce que les titres de séjour, ils s'achètent dans la rue. Moi, peut-être qu'il n'y a pas de lien, mais peut-être, voilà quoi. Et je te posais cette question parce que je te posais cette question parce que j'imaginais qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent et qui se disent je vais attendre que ça soit encore plus la merde avant d'utiliser cette carte unique du refuge. Ah ouais, absolument. Et en fait non. Une fois que tu es en contact avec eux, même si on a peur, même si on est dans le rejet, même si on est complètement teubé dans sa tête, faut y aller. Genre vraiment, c'est comme prendre un médicament quand on est malade. Faut pas trop se poser de questions, faut y aller, parce que malheureusement, quand on est dans la perdition, quand on est dans la souffrance, on n'est pas en capacité d'avoir un bon jugement tout le temps envers soi-même. Donc on n'est pas capable de prendre de bonnes décisions envers soi. On est facilement manipulable. Il suffit juste que quelqu'un nous caresse un peu, parce qu'on est en manque de caresses. Attends, on parle d'amour de papa et de maman qui n'est plus là, au minima. C'est hard, même quand on a 30 ans, même quand on a 25 ans, même quand on a 20 ans. Peut-être quand on a 40 ans, on durcit son cœur, mais j'y crois pas. Je crois qu'on est fait quand même pour avoir une certaine continuité. En tout cas, ouais, moi, je recommande, et là, je le crie fort, allez voir le refuge. Allez voir le refuge, vraiment, parce qu'il y a un truc En fait, c'est libre, c'est ouvert, il y a des règles sur certains aspects, il y a un cadre, mais globalement, si vous avez un besoin, il y a de fortes chances que vous trouvez un début de réponse là-bas. Certes, ça peut demander un peu de patience, parce qu'ils ne tournent pas, ils ne sont pas non plus omniprésents, omnipotents, omniscients. Par contre, ils ont une telle belle volonté, une telle bonne volonté, une belle intention à aider les gens, une vocation à nous aider, nous les jeunes, qui avons perdu tout ça et qui sont dans notre identité telle qu'on l'est, qui est introuvable ailleurs, même chez les autorités, franchement. Tu m'as raconté que tu as récemment décidé de renouer avec ta famille. Donc dans les épisodes précédents, tu m'avais dit... t'as raconté ton coming out, leur réaction, la rupture totale. T'as apparemment été un peu en lien, notamment cet oncle qui t'a aidé financièrement. Mais là, récemment, t'as décidé de renouer avec ta famille. Qu'est-ce qui t'a décidé ? T'as eu un déclic ? Ouais, mon déclic, c'était que je me suis rendu compte que j'étais un peu comme un enfant sans amour et que n'importe quel connard pouvait passer et se brancher à moi sans que je m'en rende compte. En fait, j'ai pas envie d'avoir des daddy issues parce que j'ai un père. Des quoi, pardon ? Des daddy issues. Donc, c'est un peu les petits jeunes qui cherchent de l'amour paternel chez des personnes plus âgées. Ça m'intéresse pas, en fait. Genre, j'ai toujours voulu me construire. Je voulais être moi le père de quelqu'un. C'est bon, j'ai déjà mon père. Et puis, là, si je remets les choses un peu, pour moi, ça a été la continuité de l'arrêt de mes addictions. Donc j'étais addict un peu, beaucoup au cannabis, au tabac aussi, mais surtout au cannabis. Donc je fumais du cannabis toute la journée. Parce que pour moi, ça m'apaisait, alors qu'en réalité, je me débranchais complètement de ce que je ressentais, ou du moins de la majorité de ce que je ressentais. Sauf que ça me rendait aussi un peu con-con. J'étais défoncé tout le temps. J'aimais bien écouter la musique, mais mon jugement, il était un peu... il était dans les cieux. J'ai décidé d'arrêter ça, parce que j'étais quand même pas heureux avec tout ça. Et en fait, j'ai eu aussi un déclic avec mes parents, c'est que quand j'étais escorte, il y avait quelqu'un qui s'était rapproché de moi. En fait, de base, c'était un client d'escortisme. Et en fait, il a pris beaucoup de place dans ma vie. Cette personne a plus de la quarantaine, elle est en couple, elle fait sa vie. Mais en fait, j'ai l'impression, concrètement, avec le recul, elle prenait en fait... je vivais avec elle une espèce de manipulation affective où je lui ai appris à masser, je la massais toutes les semaines pour que dalle. À côté, j'avais aucun retour de bâton. Quand on allait au resto, je payais ma part quand je pouvais, à d'autres moments non. En fait, j'avais l'impression quand même d'être resté un peu son escorte. J'ai arrêté de niquer avec lui complètement après que j'ai arrêté d'être escorte, donc il n'y a plus de prestations sexuelles. Mais il voulait quand même me voir nu, il voulait emmener dans des endroits naturistes, il voulait m'intégrer dans son couple, il voulait plein de trucs comme ça en fait. Et moi sur un moment je mettais ça sur le compte que c'est normal, on est amis, je trouve ça logique. Avec le recul, non. Un ami ne te prendra jamais des choses en fait en te donnant pas la valeur.
Un ami, c'est un échange. En fait, même mes meilleurs amis de l'époque, je connais depuis que j'ai mes 4 ans, bah, ils m'harcelaient pas tous les jours avec des messages. En fait, quand je les massais, bah, ils me payaient, même s'ils me payaient pas beaucoup, ils me payaient un peu. Genre, ils insistaient. Il y avait en fait une démarche bienveillante et tout. Là, je l'avais pas. Là, j'avais vraiment quelqu'un qui voulait que je sois à lui et qui l'assumait absolument pas. Et en fait, je l'ai confronté. Parce que quand j'ai arrêté mes addictions, je me suis un peu réveillé là-dessus. Je me suis dit, mais putain, mais c'est qui en fait ? Comment ça se fait qu'il en est là dans ma vie en fait ? Oui, c'est que les substances te déconnectent. Ah oui, complet. Grillent un peu. Ouais, te déconnectent, mais c'est une façon de survivre aussi. Ah ouais, complètement. Bagage. Ah ouais, c'est une façon de survivre. Peut-être Pourquoi je me serais t'as tué si j'avais pas fumé des joints, parce que des épisodes dépressifs, bah, je les ai vécus en étant recroquevillé sur moi-même. Et par exemple, je suis déjà pété le poing en me tapant contre un mur. Genre, je peux me faire du mal. Ça, je suis très content de ne pas m'être fait du mal d'une façon directe. Peut-être j'aurais pu me buter simplement. Je suis assez fier de moi-même sur le fait d'avoir géré ça comme ça. Certes, c'est absolument pas la meilleure façon, mais en même temps, c'est une façon. Ouais. Voilà. Quand on survit, de toute façon, on survit. Hein. On n'a pas trop le choix. C'est quoi ton déclic pour te dire non, en fait, il y a un souci dans ma consommation de cannabis ou de drogue, et en fait, non, j'ai envie de m'en saisir. C'est quoi le déclic ? Ah, ça, je l'ai toujours eu. Hein. Genre, comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant, en fait, la première fois que j'ai pris des camps sur 24 heures, je me suis dit, ouais, ok, ça m'échappe de la réalité. Mais ça m'échappe de la réalité, c'est pas vrai, quoi. C'est nul, c'est naze. Avant, en Algérie, j'ai eu des expériences où je faisais de la randonnée toutes les semaines pendant 2 ans. J'étais dans une asso de randonnée, j'avais des sensations de vie. Mon repère dans les sensations agréables de vie, c'était vraiment plus respirer de l'air, discuter librement avec des gens en sécurité, avoir des échanges, me sentir bien, faire du sport. C'était ça mon repère, en fait. Un truc avec des substances, ça me faisait... En fait, c'était un mensonge, et puis après, je me sentais mal. Le cannabis, c'était différent parce que je l'ai enchaîné pendant 3-4 ans, tous les jours. Et même pendant ces 3-4 ans, je savais que je ne faisais pas du bien et que j'arrivais juste pas à en décrocher. Du coup, j'ai commencé avant d'arrêter, ça s'est pas fait comme ça. J'ai commencé par voir une addictologue, j'ai commencé à avoir une psy, donc il y a des centres pour les gens que ça peut intéresser. Il y a des CPM, des centres d'addictologie, où l'accès à l'addicto, à la psy se fait gratuitement, qu'on ait la sécu ou pas. Et après, chacun fait comme il veut, hein, tranquille. Hein. C'est juste, moi, j'ai trouvé beaucoup de ressources là-dessus. Parce qu'avant même d'être capable d'arrêter, j'avais besoin de me rendre compte que ça va aller, en fait. Que plein de choses allaient plus ou moins bien. Il n'y avait pas que des choses désagréables. Il n'y avait pas que du bagage émotionnel. J'avais aussi d'autres bagages. Et que je m'étais construit de différentes façons. Que j'étais qui j'étais, même en étant défoncé. Et tout ça, en naviguant, tu te dis, ok, j'ai envie de renouer avec ma famille, avec mes parents. Ouais. Pourquoi ? En fait, quand je suis redevenu sobre, je me suis rendu compte que j'essayais de remplacer l'amour de mes parents par autre chose. Et ma psy, elle m'a dit un truc très simple. Elle m'a dit, tu sais, je lui dis, ouais, mes parents, de toute façon, ils m'acceptent pas tel que je suis, et tout. Elle dit, toi non plus, t'as pas à les accepter tels qu'ils sont. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Ah bah oui. Moi, genre, après, voilà, je parle de ma réalité, je sais pas comment les gens vivent leur réalité, j'en ai rien à faire. Je parle vraiment de la mienne. Moi, j'ai besoin de l'amour de mes parents. J'ai pas besoin du sein de ma mère, j'ai pas besoin que mon père me tapote la tête tous les jours, j'ai juste besoin d'avoir ce sentiment, une espèce de petite connexion, quoi. Du coup, je me suis dit, je vais prendre ce que j'ai à prendre, et puis voilà. Donc, je les ai contactés, j'aurais fait une vidéo, je me suis excusé de les avoir dénigrés, des trucs comme ça. Ouais, je me suis excusé clairement de les avoir dénigrés. J'aurais dit que j'avais arrêté de fumer des joints, parce qu'ils savaient que je fumais des joints, que j'avais arrêté de fumer de la clope, et tout. Et puis, ils ont réagi à ça. Donc, j'ai eu un... Oui, pardon ? Non, mais j'ai envie de comprendre comment ce que t'as dit la psy, en quoi ça t'a inspiré ? Qu'est-ce que tu as compris dans ce qu'elle a dit ? Ce que j'ai compris, c'est que, globalement, mes parents, ils acceptent pas que je suis gay. Ils acceptent pas ma sexualité, mon identité. Et ça leur fait honte. De l'autre côté, moi, j'accepte pas mes parents tels qu'ils sont. Genre, mon père, je le trouve lâche et violent. Entre autres, il est pas que ça. Mais genre, mon père, il nous frappait quand on était petit, par exemple. Parce qu'il savait pas gérer ses émotions à lui.
Ma mère, elle est perchée. Ok, elle a une intelligence émotionnelle et tout, mais elle vole dans le ciel, genre tranquille. Et malgré tout ça, en fait, ils ont quand même fait une vie. Ils ont eu tous les deux une carrière. Ils viennent de milieux très défavorisés. Ici en France, on dit que pour passer d'un milieu à l'autre, ça prend 6 générations. Mes parents, ils l'ont fait en 10 ans. Donc ça va, quoi. Donc en fait, c'est nuancé. Ce truc-là, ça m'a permis de nuancer. Donc mes parents, ils m'ont jamais invité dans leur intimité sexuelle. J'ai jamais vu baiser. J'en ai rien à faire. Bah du coup, en fait, pourquoi je les inviterais à faire ça? J'ai la chance, bah en fait, avec tout ça, et j'estime que c'est une chance, un privilège, que je me suis construit complètement sans eux. Donc à partir de là, j'ai ma vie ici, ils ont leur vie là-bas. On peut se partager des trucs, certes, ça va pas être un partage tel que je me l'imaginais dans mes rêves les plus fous, mais ça me va bien, parce que ça comble chez moi quelque chose, en fait, de très, très, très profond. Et bah là, je sais que si je leur dis à nouveau, ouais, je suis gay, bah, je pense que ça sera reparti pour le même manège. Hein. Est-ce qu'ils ont répondu quoi à ta vidéo? Donc par un appel, mon père, il m'a appelé d'abord, puis il a pris de mes nouvelles et tout, et il m'a dit, ouais, c'est bien, bon courage, c'est la bonne démarche. Il m'a dit que lui aussi, il avait bu, il avait connu du cannabis, il avait connu des trucs comme ça, il a connu une période peut-être différente, mais pareil, de perdition, telle qu'il l'a appelé. Et ma mère, en fait, elle était dans l'amour, donc elle m'a dit, ouais, c'est bien, belle démarche et tout. Après, voilà, on n'a pas parlé du reste. Donc, Oui, ta vidéo, c'était « J'ai utilisé des substances et maintenant je n'en utilise plus ». Ouais, c'est ça. Et après, voilà, ils y voient ce qu'ils veulent y voir. Mais ça fait qu'on se parle de temps en temps. Et je trouve ça assez cool. Parce que je me sens plus en sécurité avec moi. J'ai rebranché beaucoup avec mon identité, parce que j'avais ressenti une espèce de coupure avec qui j'étais en Algérie et tout. Sauf que ça marche pas comme ça dans la vie. Ce genre de coupure, ça crée plus des troubles psychiatriques qu'autre chose. Une coupure avec ton identité algérienne. Voilà, c'est ça, avec la musique algérienne, avec la bouffe algérienne, avec le fait de traîner avec les Algériens, avec le fait de parler arabe, le fait de repenser à ma famille d'une autre façon qu'avec la nostalgie et de la tristesse, parce que j'ai eu plein de moments différents, j'ai eu un arc-en-ciel d'émotions, de souvenirs. Et voilà, en fait, même mon identité en tant qu'homosexuel, en tant que personne gay, ou en tout cas en tant que personne LGBT, qu'elle reprenne sa place, qu'elle soit pas ma seule et mon unique identité, voire l'identité en fait dominante. Parce que non, je suis plusieurs choses. C'est juste en fait que cette identité, elle prend de l'ampleur parce que j'en ai souffert et que j'en souffre encore des conséquences. Du coup, en fait, c'est vraiment rééquilibrer, redoser les choses. Je vis librement. J'ai pas besoin de mettre, par exemple, du sexe dans mon travail. J'en ai pas envie. J'ai pas envie, en fait, de permettre à des gens de m'harceler sexuellement juste parce que je suis en besoin d'affection. J'ai pas envie, en fait, de définir toute ma vie par ça. Par contre, je fais du bénévolat pour des causes LGBT. Je suis passionné par des choses par de la culture LGBT. Et en même temps, je suis passionné aussi par de la culture arabe, je suis passionné par la culture islamique, je suis passionné par de la culture française. En fait, c'est vraiment rééquilibré. C'est comme ça que je le vis. La religion a une place dans ta vie aujourd'hui ? Tu racontais dans les épisodes précédents plus la spiritualité, pour le coup. Ça, je l'ai découvert en me formant à l'hypnose. C'est en fait, je suis très doué pour aller en transe, par exemple, et très profondément, très vite. Je sais pas si ça parle aux auditeurs et aux auditrices, mais globalement, c'est des états de conscience modifiés. C'est comme un peu quand on est en train de conduire ou marcher et que on réfléchit à autre chose en même temps. Alors c'est comme le fait qu'on respire involontairement tout le temps. C'est en fait cette dimension-là où on quitte la voix dans notre tête pour explorer autre chose parce qu'on est autre chose aussi. Et en fait, le fait d'avoir récité le Coran, de l'avoir appris, déjà j'ai une très bonne mémoire et j'ai une facilité à me brancher à d'autres religions. J'ai une facilité à me brancher à des connaissances catholiques, à des connaissances juives, à des connaissances chamaniques, à tout ça. En fait, je vois un peu les choses comme si on était dans un monde où tout pouvait avoir une âme. Et, je discute pas, je prends pas le café avec les choses, mais c'est plus un ressenti d'être en interaction avec tout, d'avoir une place dans l'univers. Genre même dans mes projets, même dans mon travail, je suis plus dans ça, dans le sens où j'apporte quelque chose au monde. Et en échange, je prends quelque chose du monde. Et factuellement, je trouve que ça décrit bien les choses. Et pour moi, j'y trouve du respect vers les choses, vers les animaux, vers les êtres humains.
Donc la religion en tant que telle, je trouve ça très cadré. J'ai essayé de me rebrancher à ça avec la famille. Sauf que je me sentais un peu genre tranquille, quoi. En fait, ça matchait pas avec mon vécu. Et je trouvais ça assez fermé. C'est des dogmes. Et je pense que ça peut aider d'avoir des dogmes. Mais faut faire attention aux dogmes qu'on choisit. Ou qu'on choisit pas, peut-être ils s'imposent à nous, mais des dogmes de rejet, des dogmes de haine, de se dire cette personne est différente de moi, donc je la haïs, ou alors j'existe, je suis quelqu'un de super parce que cette personne est merdique. Je pense que ça apporte du bien à personne, en fait. C'est juste délirer. Et faire du mal aux autres et à soi-même. On est dans 2 ans. On enregistre, toi et moi, la suite de ce témoignage. Oui. T'aimerais me raconter quoi dans 2 ans, dans l'idéal? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu as une carte d'identité. J'ai une carte d'identité. ouais, c'est exactement ça. Hein. Dans l'idéal, c'est ça. Peut-être que l'extrême droite va pas passer, mais bon, on a dit ma vie. En fait, dans 2 ans, je voudrais être vachement plus stable dans ma situation, donc continuer sur ce chemin. Comme j'ai dit et comme tu l'as dit, un peu une situation administrative stable, qui peut me permettre de faire autre chose. Continuer à me construire, peut-être faire un diplôme, parce que je suis passionné par les études, en fait. J'ai la chance d'avoir un travail d'entrepreneur, donc je peux toujours m'adapter. Je suis passionné par la sociologie. J'ai peut-être aussi envie de faire infirmier pour continuer dans cette démarche de soins et parce que ça matche bien avec mes autres volets d'activité. Au niveau pro, je voudrais bien... Voilà, je suis président fondateur d'une association qui s'appelle Système B, Système Bien-être. Et je suis trésorier aussi d'une asso qui s'appelle Way to Healing. Les deux travaillent dans le bien-être, donc dans l'accompagnement de la santé mentale, physique, émotionnelle, envers des publics vulnérables et d'une façon solidaire. Donc peut-être voir ces baby projets avoir plus grandi, quel que soit ce que ça veut dire. Peut-être mon activité alimentaire, donc avec mon spa et avec des clubs sportifs et des entreprises, avoir pris plus de volets, parce que j'aime beaucoup faire ça en fait. Et j'aime bien l'idée de changer l'image du bien-être. En fait, au lieu que ça devienne un truc où on se soulage, comme quand je fumais des joints, ça devient un truc plus où on règle les choses. Parce qu'il suffit juste de voir les choses en face et d'accepter. Peut-être c'est un peu simple ou bourgeois de dire les choses comme ça, mais moi c'est mon rêve et j'ai le droit de rêver comme ça. À côté aussi, là je suis dans un chagrin d'amour, donc j'ai envie de dire retrouver l'amour, parce que j'y crois toujours, hein, et que je me sens très bien avec l'amour. Peut-être être avec un garçon, ce serait bien. Je m'étais donné 1 an, il y a 1 mois, pour recommencer là-dedans, parce que, ouf, chagrin d'amour, ça brûle. Peut-être voir aussi, en fait, peut-être voir ma communauté se sentir mieux, la communauté LGBT en tout cas. Déjà, peut-être moins d'addiction, moins de chemsex, plus de paroles, plus de bienveillance. C'est facile de dire les choses comme ça, mais... En fait, voir les gens comme des plats ou comme de la nourriture, c'est faux, c'est pas vrai. Même la nourriture, c'est pas que de la nourriture. C'est ton ressenti là à Paris, complètement, ouais. que les gens à Toulouse, hein. se consomment. Ouais, complet. Moi, j'étais choqué. Il n'y a pas que ça dans la vie, en fait. Et malheureusement, ça, c'est un échappatoire quand c'est à l'excès, comme tout dans la vie. Hein. Et c'est pas que avec la communauté gay, hein, les hétéros aussi. Il y a de l'harcèlement sexuel, il y a des viols. Enfin, on a vu MeToo, on a vu plein de trucs. C'est juste que nous, peut-être, vu qu'on est stigmatisés, ce serait cool que nous ayons plus de bienveillance, du coup. Parce qu'on s'identifie beaucoup dans nos vécus, quand même. Et en tout cas, moi, je compte agir là-dessus, très clairement. Et je compte donner les outils, parler, faire du bénévolat. J'aime bien, en fait. Ça me semble être une excellente conclusion. Est-ce que tu as un dernier mot qui te vient, un truc sur lequel tu aimerais qu'on termine? Un seul mot? Non. Ah, ok. Un propos. Déjà, soutenez le refuge, franchement. Je le redis et je le redis. Parce que ça permet à des jeunes comme moi d'avoir de la chance, d'avoir du soutien, d'avoir des ressources. Là, dans un truc en sécurité, on s'attend rien en échange de leur part. Donc, où juste ils ont le temps de se construire, de récupérer le retard, de soulager leurs blessures. Et je vous remercie beaucoup. Merci Elias. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes.
Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.